L'ouverture est compromise. L'enquête s'arrête ici. Action One, you must link the first flame. Ou, dans bienvenue au votre débat. cas, Notre survivre à la émission, commission c'est une exploration rigoureuse des multiples perspectives autour des enjeux complexes qui façonnent notre époque. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un récent rapport clinique et académique qui décortique l'impact d'un documentaire télévisuel, un documentaire très controversé diffusé en Belgique sur les ondes de RTL-TVI qui s'intitule « Sans boulot, tous fraudeurs ». Ouais, un titre qui annonce déjà la couleur, on va se le dire. Absolument, c'est un reportage qui a créé une véritable onde de choc. Ça a généré une centaine de plaintes au Conseil supérieur de l'audiovisuel là-bas, mais surtout, ça soulève une question d'une urgence absolue pour nos sociétés. En lisant ce rapport, l'impression forte qui m'est restée, c'est qu'on a affaire à une véritable arme idéologique. Fait que la question centrale qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est la suivante. Est-ce que cette stigmatisation médiatique, ce fameux narratif du « tous fraudeurs, tous coupables », opère principalement comme une stratégie délibérée de contrôle psychopolitique pour discipliner la force de travail? Bien, est-ce que c'est plutôt le symptôme opportuniste mais profondément destructeur d'un système médiatique guidé uniquement par l'économie de l'attention et la rentabilité? De mon côté, je penche fermement pour la première hypothèse. Pour moi, c'est une technologie de pouvoir conçue pour forcer l'auto-exploitation. Écoute, je comprends tout à fait pourquoi on peut voir ça comme une machination politique orchestrée d'en haut. C'est tentant, mais j'ai vraiment de la misère à embarquer là-dedans. Laisse-moi t'expliquer pourquoi je trouve que c'est prêter des intentions stratégiques beaucoup trop grandes aux diffuseurs. Pour moi, on assiste plutôt à une monétisation toxique de l'attention humaine. C'est une dynamique où nos écologies cognitives sont littéralement saccagées pour le simple profit d'un algorithme ou d'une cote d'écoute. Entrons dans le vif du sujet d'abord parce que les faits rapportés dans l'étude sont assez troublants. Quand je parle d'une technologie de pouvoir, je fais référence à ce que le philosophe Byung-Chul Han appelle la psychopolitique. Pour faire simple, on n'est plus à l'époque où l'État contrôlait les corps avec des usines ou des prisons physiques, ce que Foucault appelait le biopouvoir. Exact. Aujourd'hui, on capture la psyché. L'objectif, c'est de créer un environnement où l'individu devient le gestionnaire enthousiaste de sa propre aliénation. Et ce documentaire en est l'illustration parfaite. Prends le cas de Jacqueline, qui est détaillé dans le rapport. Ah oui, le fameux montage financier. Ça, c'est un cas d'école de mauvaise foi télévisuelle, on s'entend là-dessus, hein? C'est complètement aberrant. La réalité, c'est que cette dame touche une 1 400 € d'allocation sociale. Mais qu'est-ce que les réalisateurs ont fait? Ils ont artificiellement additionné ce montant avec la pension de retraite de son mari pour afficher en gros caractères à l'écran un revenu net mensuel de 3 000 €. Et le téléspectateur moyen, qu'est-ce qu'il retient? Il retient le gros chiffre, c'est sûr. Il retient le 3 000 €. Ce n'est pas une petite erreur de calcul pardonnable. C'est un cadrage chirurgical. On occulte délibérément les véritables données macroéconomiques pour construire le mythe du « tous fraudeurs, tous coupables ». Je te l'accorde, c'est un raccourci intellectuel qui n'a pas de bon sens. C'est indéfendable sur le plan journalistique. C'est bien pire qu'un raccourci. Faut-il rappeler que le taux de fraude sociale réel, de manière structurelle, se situe entre 1 et 2 %. Pendant ce temps-là, le non-recours aux revenus d'intégration sociale, c'est-à-dire les gens qui ont droit à l'aide mais qui ne la demandent pas, ça frappe entre 37 % et 51 % de la population éligible. Mais l'appareil médiatique ne parle pas de ça. Il impose l'idée que l'échec économique est une déficience morale individuelle. En affichant le chômeur comme un profiteur, on terrorise les travailleurs actifs. On leur dit implicitement « Regardez ce qui arrive à ceux qui sortent du rang. Ils sont humiliés sur la place publique. » Le but, c'est qu'ils acceptent des conditions de travail dégradées sans broncher. Le système économique est totalement exonéré de ses propres défaillances. Je vois très bien ton point et la violence de ce montage est indéniable. Mais là où je décroche un peu, c'est quand tu parles de l'appareil médiatique, comme s'il y avait un grand comité central qui se réunissait en secret pour terroriser les travailleurs actifs et protéger le capital. La réalité de la production télévisuelle est beaucoup plus prosaïque que ça. Si on se pense sur les concepts d'économie de l'attention développés par des penseurs comme Bernard Stiegler ou Maurizio Lazzarato, on comprend beaucoup mieux la mécanique. Regarde la structure des coûts qui est dévoilée par l'analyse. Sais-tu combien ça coûte de produire un format comme ça? C'est relativement peu coûteux par rapport à de la grande fiction, c'est certain. C'est des peanuts. On parle d'un investissement dérisoire qui oscille entre 60 000 et 80 000 €. Pour une chaîne de télé, c'est un budget minuscule, mais ça génère un engagement monstre en suscitant le scandale.
Le documentaire ne relève pas d'une conspiration de l'État pour discipliner les masses. C'est ce qu'on appelle de la pure gouvernementalité algorithmique. Dans notre ère numérique, l'attention humaine, c'est la ressource qu'on s'arrache le plus farouchement. Le média agit exactement comme un virus cognitif. Il crée un rituel de mépris public, il met en scène des caricatures clivantes, parce que l'indignation morale et la colère, c'est ce qui maximise la rétention de l'audience. Point final. Mais l'indignation pourrait cibler n'importe qui. Pourquoi cibler spécifiquement les plus vulnérables si ce n'est pas fondamentalement idéologique? Parce que c'est une production industrielle d'affaires primaires. C'est beaucoup plus facile de taper sur un bouc émissaire visible en bas de l'échelle que d'expliquer les rouages complexes de l'évasion fiscale internationale. Ça génère ce que Stigler nomme une misère symbolique qui est extrêmement payante. C'est pas l'État qui discipline le travailleur en coulisses, c'est la logique implacable du marché de l'attention qui monétise nos pulsions de rejet les plus basiques. C'est une perspective intéressante de ramener ça à la simple mécanique du profit. Mais la symétrie incroyable entre la réalité de la fraude et son traitement médiatique révèle quand même une intentionnalité systémique, même si elle n'est pas dictée dans un bureau enfumé par des politiciens. Le rapport souligne que les organes de contrôle ont récupéré environ 22 millions d'euros suite à près de 118 000 enquêtes. Ils ont fait plus de 5 700 vérifications domiciliaires, ce qui est très intrusif en passant. Tout ça pour récupérer une somme qui représente littéralement une goutte d'eau dans le budget de l'État. Oui, le retour sur investissement de ces enquêtes est statistiquement absurde, c'est clair. Exactement. Pourtant, ce fameux narratif du tous fraudeurs, tous coupables est présenté chaque soir aux nouvelles comme une hémorragie financière, comme la menace suprême pour la survie de la nation. Ce que ça crée, c'est un ressentiment horizontal. Au lieu de regarder vers le haut, vers les asymétries de richesse, les dérégulations ou les paradis fiscaux, le travailleur pauvre ou de la classe moyenne regarde vers le bas. Il regarde le chômeur précarisé avec mépris. Ce mécanisme de division est beaucoup trop précis et historiquement ancré pour n'être qu'un effet secondaire malchanceux de la quête de coûte d'écoute. En canalisant la colère de la population active vers les assistés sociaux, on bloque purement et simplement toute critique verticale du pouvoir. Écoute, je concède absolument cet effet de ressentiment horizontal. C'est un fait observable, on le voit tous les jours sur les réseaux sociaux, on l'entend dans les soupers de famille. La colère est bel et bien redirigée vers le bas. Mais affirmer que c'est le but premier de la chaîne de télé, c'est là que je trace la ligne. Le choix éditorial de la chaîne est dicté par l'activation de nos biais de confirmation les plus primitifs. Ce qu'on observe, c'est pas de la haute stratégie politique pour protéger l'élite financière, c'est de la grammatisation. Qu'est-ce que tu entends exactement par grammatisation dans ce contexte-là? C'est l'idée qu'on standardise nos comportements et nos émotions pour les rendre prévisibles et exploitables, comme de la donnée. Pourquoi choisir la figure stéréotypée du fraudeur oisif? Parce que la colère et le stéréotype retiennent l'attention de manière infiniment plus efficace qu'une nuance statistique sur l'économie globale. Le cerveau humain réagit à la menace immédiate, au sentiment d'injustice perçu, le fameux « je travaille dur et lui profite du système ». Le téléspectateur est amputé de sa capacité réflexive. On remplace son esprit critique par des réactions pavloviennes précalculées pour générer de l'engagement. Donc oui, le ressentiment horizontal existe, mais ce n'est pas le but recherché par les producteurs. C'est simplement le déchet toxique d'une industrie de l'attention qui roule à plein régime. Les conséquences de ce que tu appelles un simple déchet toxique sont quand même d'une précision chirurgicale sur la capacité d'action des populations. Je veux qu'on s'arrête 2 minutes sur le désastre neuropsychologique exposé dans le rapport. Parce que ça, moi, ça m'a jeté à terre. On n'est pas juste dans la théorie sociologique ici, on parle de biologie. Oui, les données cliniques de ce rapport sont particulièrement denses et frappantes. Complètement. Quand ces personnes ciblées sont exposées à cette stigmatisation médiatique, à cette humiliation publique répétée, ça déclenche une réponse physiologique aiguë. Leur corps se met en mode survie via l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Pour faire simple, le fameux axe du stress déclenche une alarme rouge. Le cortex préfrontal, qui est la partie de notre cerveau responsable de planifier, de prendre des décisions et des fonctions exécutives, est littéralement inondé de cortisol. Et les résultats mesurés sont glaçants. On parle d'une détérioration mesurable de la mémoire de travail, c'est ça. Des situations nouvelles où trouver des solutions s'effondrent elles aussi avec un impact encore plus fort.
Et devine quel est le résultat sur le comportement? Les intentions d'action, la volonté même de se lever et d'aller chercher un emploi chutent de manière significative. Imagine aller passer une entrevue d'embauche quand ton cerveau est paralysé par la peur d'être perçu comme un parasite. Cette paralysie, c'est la prophétie autoréalisatrice parfaite du psychopouvoir. On détruit neurologiquement la personne, on épuise ses ressources cognitives face à ce qu'on appelle la menace du stéréotype pour créer l'apathie exacte que le documentaire fait semblant de dénoncer. On transforme un échec macroéconomique en une pathologie individuelle. Les chiffres sur l'effondrement cognitif que tu viens de mentionner sont indéniables. C'est une vraie urgence de santé publique. Et je valide l'impact du cortisol sur la capacité d'action. Le rapport démontre même que l'auto-stigmatisation, le fait d'intégrer ce discours toxique en soi, explique près de 28 de l'effet total sur les idées suicidaires chez ces populations. C'est profondément tragique. Mais la question que je me pose, c'est la suivante. Est-ce que c'est uniquement l'œuvre d'un documentaire ou d'une campagne de peur descendante? Il faut élargir l'analyse. Tu veux dire que le mal est déjà fait avant même d'allumer la télé? Exactement. Si on regarde l'étude Indigo citée dans le VACOR, on voit que 72 des individus précarisés développent des stratégies de dissimulation obsessionnelle par peur de la discrimination anticipée. Et cette stigmatisation structurelle est tellement endémique, tellement ancrée qu'elle s'étend jusqu'au milieu médical. Les patients précaires rapportent constamment que lorsqu'ils vont consulter pour des maux physiques réels, leurs symptômes sont minorés par les médecins. On leur sort des justifications méprisantes, genre « Oh, ce sont juste les nerfs » ou on sous-entend que c'est inhérent à leur statut de personne assistée. Le fameux syndrome méditerranéen appliqué à la pauvreté, en somme. C'est en plein ça. Si les médecins eux-mêmes, qui sont censés être formés à la science et agir comme un rempart clinique de la société, intègrent ces stéréotypes profonds, ça prouve une chose. Ça prouve qu'il s'agit d'une défaillance sociétale globale. C'est un effondrement organique de notre écologie cognitive à tous. Le média de masse ne fait qu'exploiter et amplifier une faille qui est déjà béante. Il n'a pas instigé seul cette haine des pauvres. Il s'en nourrit allègrement. Je vois très bien comment tu arrives à cette conclusion, mais permets-moi d'inverser la perspective sur cette fameuse contagion sociétale. Si le médecin de famille, le voisin de palier ou le recruteur en entreprise intègre ce stéréotype de manière aussi automatique, c'est précisément parce que l'injonction à la positivité et à la performance individuelle a été perfusée à petite dose dans le corps social depuis des décennies. C'est l'essence même de l'ère de la psychopolitique. Ce documentaire ne naît pas dans un vide, il s'inscrit avec une perfection clinique dans cette mécanique de conditionnement. Mais tu ramènes encore ça à une mécanique de conditionnement visant la productivité au travail? Parce que c'est le cœur du problème. Je maintiens que la cible finale du documentaire télévisuel, ce n'est pas le fraudeur mis en scène de façon grotesque. Le vrai public cible, c'est le travailleur de la classe moyenne qui regarde l'émission depuis son canapé le soir. La pédagogie de la peur, distillée par ces images, installe une terreur viscérale de la déchéance. Tu regardes ça, tu te dis « Je ne veux surtout pas devenir ce monstre télévisuel, ce paria dont tout le pays se moque publiquement. » Pour éviter ça, le citoyen est poussé à s'auto-exploiter avec le sourire. Il va accepter des cadences de travail infernales, il va renoncer à ses revendications syndicales, et tout ça par pure terreur de la relégation sociale. La stigmatisation médiatique a pour fonction de discipliner le travailleur par la menace de l'exclusion brutale. C'est d'une élégance pluelle. On n'a plus besoin d'utiliser les matraques de la police pour maintenir l'ordre. On utilise l'humiliation scénarisée à une heure de grande écoute. C'est un argument fort, je te l'accorde sans problème. Mais c'est précisément ici que notre désaccord philosophique atteint son sommet. En te concentrant exclusivement sur la discipline du travailleur et la productivité, tu réduis la portée réelle du désastre selon moi. Ce modèle médiatique ne se contente pas de forcer les gens à travailler plus dur dans leurs usines ou leurs bureaux. Il fait bien pire. Il transforme l'ensemble du public en une foule superficielle, fondamentalement inapte à l'action politique concertée. Tu veux dire qu'on détruit la capacité même de se rassembler foulement? Absolument. Le rapport cite des théoriciens critiques qui utilisent un concept qui vient de l'armée américaine, la guerre néocorticale. Ce n'est pas juste une question de travail ou d'exploitation salariale. Le capitalisme de l'attention en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, confisque notre savoir-vivre réflexif.
Ces formats de télé-réalité documentaires qui ritualisent le mépris de l'autre, ça opère exactement comme les 2 minutes de la haine dans le roman 1984 de George Orwell. On canalise la frustration collective sur un visage ciblé pour purger le système. Exact. L'espace public, l'agora, qui devrait théoriquement être une arène de délibération rationnelle sur la redistribution des richesses, sur le financement de nos écoles ou de nos hôpitaux, se vide complètement de sa substance. Ça devient une simple chambre d'écho de haine ritualisée. Le véritable drame ici, ce n'est pas seulement que le travailleur s'auto-exploite de part des pauvres, c'est la destruction de l'espace démocratique lui-même. C'est la prolétarisation de notre sensibilité humaine. On perd notre capacité à ressentir de la vraie solidarité, tout ça au profit de l'engagement algorithmique qui génère des revenus publicitaires. C'est fascinant parce que, au fond, notre débat illustre parfaitement la complexité vertigineuse de l'époque dans laquelle on navigue. Pour synthétiser ma perspective après cet échange, l'analyse clinique et médiatique de ce cas très précis révèle, selon moi, que le narratif du tous fraudeurs, tous coupables n'est pas un simple accident industriel de la télévision en quête de clics. C'est un instrument psychopolitique redoutable. En inondant le cerveau des personnes vulnérables d'hormones de stress d'un côté et en brandissant leur humiliation comme un épouvantail devant la classe laborieuse de l'autre, on s'assure d'un assujettissement social presque parfait. C'est l'ingénierie subtile d'une société où chaque individu s'épuise à prouver sa propre valeur marchande par terreur de ressembler aux stigmates qu'on lui projette constamment à l'écran. C'est une lecture très cohérente de ton bord, je le reconnais. Et pour résumer ma propre position, je suis convaincue que de prêter une telle intentionnalité politique, une ingénierie aussi consciente aux médias de masse, c'est occulter le véritable moteur aveugle du désastre, c'est-à-dire le capitalisme cognitif prédateur. Cette dynamique, c'est le point culminant ravageur d'un système qui traite l'attention humaine exactement comme on traite le pétrole ou le charbon. C'est une ressource extractible à outrance. Le média monétise le scandale, utilise des montages malhonnêtes et des raccourcis hyper stigmatisants, non pas pour protéger un grand ordre établi, mais simplement parce que l'indignation est le levier psychologique le plus puissant pour retenir l'attention d'une audience fatiguée. C'est une machinerie aveugle qui détruit nos écologies de l'esprit, qui nécrose notre capacité à délibérer publiquement et qui engendre une misère symbolique généralisée strictement pour le profit immédiat. Tu le dis, même si on diverge sur l'intentionnalité derrière le phénomène, je pense que nos deux analyses convergent de manière incontestable sur la réalité clinique et empirique du traumatisme qui est infligé sur le terrain. Que l'origine soit un contrôle politique délibéré ou bien la voracité d'un algorithme commercial, on reconnaît tous les deux que la menace du stéréotype porté par ces médias constitue un enjeu de santé publique magif. Savoir que ça nécrose littéralement les fonctions exécutives des citoyens les plus vulnérables et que ça s'infiltre dans les moindres recoins de nos institutions jusqu'aux cabinets médicaux, c'est extrêmement lourd de conséquences. C'est indéniable. La charge allostatique, l'usure biologique profonde due au stress chronique qui pèse sur ces populations est écrasante. Et qui sait, le rapport qu'on a scruté aujourd'hui recèle encore de nombreuses pistes essentielles qu'on n'a à peine eu le temps d'effleurer. Je pense par exemple au rôle super complexe et malheureusement très limité des instances de régulation étatique face à la vitesse folle de la viralité numérique et surtout, la grande question qui demeure, quels sont les moyens à notre disposition pour instituer de véritables contre-narratifs, pour restaurer une forme de solidarité structurelle et protéger concrètement nos écologies cognitives face à ce rouleau compresseur. Ce sont des pistes fondamentales qui méritent assurément qu'on s'y attarde davantage dans nos propres lectures et réflexions futures. On va laisser le soin à nos auditeurs de tirer leurs propres conclusions sur la manière dont notre société consomme, produit et parfois instrumentalise de l'information face aux populations les plus précaires. Merci à tous d'avoir suivi cet échange rigoureux. À la prochaine.